La Fondation Myriam s'est engagée sur une étude soigneuse des lacunes de services auxquelles sont confrontées les personnes atteintes d'un TSA ou d'une déficience intellectuelle et leurs familles. Cela a permis de dresser un portrait factuel de la situation au Québec. Avant de vous faire part de ces observations, j'ajouterai simplement que nous avons réuni les données disponibles tirées de publications revues par des pairs, de la littérature grise et de nombreuses entrevues. Tous ces renseignements combinés représentent les meilleures données disponibles que nous aurions pu trouver dans le cadre de cette étude. Certaines de ces données, reposant sur la triangulation de sources multiples, constituent nos meilleures estimations. Nos observations ne signifient pas que nos données sont parfaites et nous espérons sincèrement que ces recherches essentielles se poursuivront dans ce domaine. De ce fait, nous accueillons avec plaisir toute information des parties prenantes concernant des données qui pourraient ne pas figurer dans ces présentations ou dont les mises à jour seraient maintenant disponibles. Il est tout d'abord important de noter que les études de prévalence de TSA chez les enfants montrent une augmentation de 71% au cours des 10 dernières années. Cette augmentation spectaculaire se traduit par l'accroissement de la demande de services dans toutes les étapes de la vie d'une personne. Cette nouvelle réalité ne fera qu'exercer davantage de pression sur le système actuel au cours des années à venir. À l'heure actuelle, ce sont 150 000 résidents du Québec qui vivent avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Ceux qui ont besoin de services pour améliorer leur qualité de vie sont actuellement confrontés à une série de problèmes. De longues listes d'attente, l'opacité de l'information, la qualité variable des services et des difficultés financières qui peuvent être catastrophiques, tant pour eux que pour leur famille. Dans le cadre de notre étude, nous avons soigneusement examiné la composition de ce groupe de 150 000 personnes en les affinant par différents niveaux de sévérité et de soutien requis pour chacun d'eux. Nous avons constitué 5 sous-groupes et croyons que leur compréhension nous aidera ainsi que le gouvernement et d'autres organismes à planifier les services et à mettre au point des politiques. Afin de mieux vous expliquer la nature de ces sous-groupes, nous vous fournirons un exemple pour illustrer le type de personnes pouvant faire partie de chaque groupe. Le premier sous-groupe comprend les personnes présentant une forme légère de TSA. Ces dernières peuvent s'intégrer dans des environnements normaux grâce à un accompagnateur ou à d'autres formes de soutien. Nous estimons à 20 000 le nombre de personnes au Québec qui appartiennent à ce sous-groupe. Voici un exemple fictif d'une personne qui pourrait y appartenir. Jonathan a reçu un diagnostic d'un TSA léger, qualifié par certains de syndrome d'Asperger. Son quotient intellectuel est normal, environ 100, et il n'a aucun retard de langage. Toutefois, Jonathan a de la difficulté à s'ajuster aux normes sociales et à établir des relations avec les autres, ce qui lui a causé des problèmes au travail. Il fait preuve d'une excellente capacité à identifier les motifs dans différents environnements et il est très doué pour dessiner des croquis en 3D. Il aime avoir une routine et devient anxieux lorsque des changements se produisent dans son environnement. Il a besoin de soutien pour mieux vivre en société et il prend des médicaments contre l'anxiété. Jonathan vit seul dans un petit appartement situé près de chez ses parents et il a récemment rencontré une femme au travail avec qui il partage des intérêts communs. Le deuxième sous-groupe est formé d'individus atteints d'une déficience intellectuelle légère. Ces personnes ont besoin d'une stimulation ciblée au cours de la petite enfance, mais parviennent tôt ou tard à s'intégrer dans un milieu de travail avec du soutien. Environ 63 000 personnes au Québec appartiennent à ce deuxième sous-groupe et en voici un exemple. Anita souffre d'une légère déficience intellectuelle. Elle éprouve certaines difficultés à comprendre les concepts. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires grâce à un parcours modifié et a terminé avec succès son stage d'intégration dans le milieu professionnel. Son QI est légèrement inférieur à 65. Elle peut communiquer verbalement et exprimer ses besoins clairement. Toutefois, elle a besoin de supervision pour son budget et la sexualité. C'est une proie facile pour les hommes de son quartier.
Elle a un emploi de jour qui nécessite des connaissances conceptuelles limitées. Anita vit en appartement, mais ses parents l'aident à gérer son budget. Le troisième sous-groupe, dont le nombre d'individus est estimé à 58 000, regroupe des personnes qui auront besoin d'aide tout au long de leur vie. Certains peuvent être atteints d'une forme plus grave de TSA ou présenter à la fois un TSA et une déficience intellectuelle modérée. Atteinte de TSA, Claire a besoin de beaucoup d'assistance. Son aptitude à communiquer est très limitée et elle a besoin d'aide pour décoder les signaux sociaux et prendre des décisions importantes. Elle est presque autonome quant à ses soins personnels. Elle communique grâce à un système de communication par échange d'images et parfois son iPad. Elle vit avec 4 autres personnes dans un établissement résidentiel intermédiaire, géré par du personnel, et elle participe aux activités quotidiennes du centre communautaire de son quartier. Claire a tendance à se répéter et s'intéresse à une chose, les poupées et les images de poupées. Elle aime regarder les dessins animés sur YouTube avec un iPad. Le quatrième sous-groupe comprend environ 7000 personnes au Québec et durant toute leur vie, ces dernières auront un besoin quotidien de soins spécialisés. Certaines sont atteintes de TSA, d'autres de DI ou une combinaison des deux. Elles ont un niveau de fonctionnement réduit et sont profondément affectées par leur situation. C'est le cas de Georges, qui souffre d'un TSA et d'une déficience intellectuelle concomitante. Soumis à d'importantes limitations dans tous les domaines du comportement adaptif, incluant ceux d'ordre conceptuel, social et pratique, il possède un QI variant entre 35 et 45. Cet homme présente des comorbidités physiques et utilise un fauteuil roulant. Georges est non-verbal et il est incapable de communiquer. Il a besoin de beaucoup d'aide pour satisfaire tous les aspects de ses soins quotidiens, comme se baigner ou manger. Enfin, le cinquième sous-groupe, composé d'environ 2000 sujets, représente le plus petit groupe et pourtant, dans certains cas, il est le plus difficile à gérer. Il comprend des individus dont les problèmes de comportement nécessitent une étroite surveillance. Il risque souvent d'être rejeté du système scolaire. Daniel est un jeune adulte gravement atteint de déficience intellectuelle dont le QI se situe entre 45 et 59. Daniel est non-verbal et incapable de communiquer. À cause de la gravité de ses problèmes de comportement, il vient d'être transféré dans une résidence pour les personnes nécessitant un soutien constant. Il affiche de sérieux comportements d'automutilation et il porte un casque pour protéger sa tête et ses oreilles. Ayant des agissements agressifs, Daniel a besoin d'un soutien continu. Notre étude démontre que parmi les 150 000 personnes vivant au Québec avec un TSA ou une déficience intellectuelle, seulement 80 000 environ reçoivent des services, ce qui en laisse presque la moitié sans soutien. Voici une répartition du nombre de familles desservies par différents types de fournisseurs de soins. Il est important de souligner que parmi les 80 000 personnes bénéficiant des services, 75 % d'entre elles, soit environ 60 000, requièrent un soutien de niveau moyen à supérieur. Maintenant que nous avons dressé le portrait de la population au Québec vivant avec un TSA ou une déficience intellectuelle, demandons-nous plus précisément quels sont les différents besoins de ces personnes et de leurs familles tout au long de leur vie. Nous avons donc défini 5 points de transition critiques et 3 besoins transversaux à toutes les étapes de leur vie, ce qui nous aide à comprendre toutes les priorités requises. Les 5 points de transition critiques qui influencent énormément la qualité de vie et le cours de la vie de ces personnes et de leurs familles sont le moment du diagnostic, de préférence pendant la petite enfance, d'un TSA, d'un retard global du développement ou d'une déficience intellectuelle. L'accès aux services d'intervention comportementale intensive durant la petite enfance, ces services ayant prouvé leur capacité de favoriser considérablement les résultats positifs chez ces individus et leurs familles. L'intégration scolaire, l'insertion dans le monde du travail ou la participation à des activités de jour après les études, et l'accès aux services d'hébergement pour certaines personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle. Les 3 besoins transversaux au cours de la vie sont le soutien et les conseils aux parents, les services de répit pour les parents
et les soins médicaux et les soins dentaires spécialisés. Dans chaque sous-groupe de population présenté ici, et à chaque point de transition, nous avons constaté qu'il existe au Québec de graves lacunes en matière de services, autant dans le délai pour y accéder que dans leur qualité ou intensité. Il en est de même ailleurs, à l'extérieur de la province, même s'il peut y avoir des variables par rapport à certains enjeux ou à certaines causes spécifiques. Dans ce tableau, que nous appelons le heatmap ou carte thermique, vous pouvez voir le temps requis à chaque sous-groupe et à chaque point de transition pour accéder au service. Les carrés rouges ou jaunes, qui occupent la majorité de la carte, signifient que les familles attendent trop longtemps pour obtenir ces services. Par exemple, plus de 880 enfants, âgés de 0 à 5 ans, attendent jusqu'à 2 ans pour obtenir une intervention comportementale intensive précoce ou d'autres types d'interventions. Autre exemple, seulement 8% des parents ont accès à des services spécialisés de répit et, même lorsqu'ils sont offerts, 50% d'entre eux doivent attendre très longtemps. Quant à la qualité des services, elle varie considérablement selon les points de transition, mais, encore une fois, dans cette deuxième carte thermique, les résultats relèvent une prédominance de carrés rouges et jaunes. Par exemple, en ce qui concerne l'intervention précoce durant la petite enfance, la plupart des sous-groupes reçoivent moins de 20 heures de service par semaine, le nombre d'heures minimum selon les meilleures pratiques. La scolarité, quant à elle, pose de nombreux problèmes majeurs. Pour ne citer qu'un exemple, les programmes spécialisés du système scolaire public pour personnes atteintes de TSA, ou plus particulièrement d'une forme légère de déficience intellectuelle, sont tout simplement inadéquats et insuffisants. Que se passe-t-il donc? Si l'on examine de plus près l'exemple du diagnostic, notre recherche révèle que plus de 1000 enfants au Québec attendent jusqu'à 2 ans pour subir une évaluation diagnostique. Le temps d'attente varie selon les régions. Depuis 2007, à Montréal seulement, le délai d'attente moyen, auparavant de 6 à 12 mois, a grimpé en moyenne de 12 à 24 mois, et certains parents patientent jusqu'à 3 ans. Les principaux problèmes semblent être les délais d'orientation, le manque de personnel pouvant établir un diagnostic, l'ambiguïté et l'incohérence concernant la définition des rôles et responsabilités de nombreux acteurs du secteur public, de même que le manque d'harmonisation pour les diagnostics chez les intervenants. En ce qui est de l'intervention comportementale intensive durant la petite enfance, les listes d'attente sont également trop longues, comme je viens de l'indiquer. Les conséquences sont désastreuses. Imaginez, si les enfants doivent attendre 2 ans pour obtenir un diagnostic et 2 autres pour une intervention précoce, la période idéale pour une intervention précoce, dispensée de préférence avant la rentrée à l'école, risque même de disparaître. C'est dramatique. De plus, notre recherche révèle une disparité de taille concernant l'intensité de l'intervention comportementale intensive précoce. Ces problèmes semblent être liés à de nombreuses causes fondamentales, dont l'augmentation importante des coûts totaux associés à ces services compte tenu du grand nombre de personnes qui en ont besoin. Le financement public n'a pas été en mesure de répondre à la demande croissante. La disponibilité des programmes de certification offerts aux thérapeutes est également limitée dans ce domaine, ce qui signifie que nous avons un nombre insuffisant de personnes bénéficiant d'une formation. La recherche sur l'intégration scolaire met en lumière le manque de ressources qualifiées. En effet, la plupart des enseignants de cours réguliers ou spécialisés n'ont pas vraiment la formation nécessaire pour intervenir auprès des personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle. De plus, il y a un manque de continuum de services coordonnés. Un grand nombre d'enseignants spécialisés, financés par le secteur public ou privé, se voient refuser l'accès en classe en raison des conventions collectives dans les écoles publiques. À cela s'ajoute le nombre peu élevé de programmes destinés aux personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle, laissant à chaque professeur le soin de déterminer ce qu'il doit enseigner. Même si en théorie les écoles publiques sont accessibles à tous, le temps d'attente dans certains établissements scolaires spécialisés peut s'élever à 3 ans. Au Québec, il n'existe que 3 écoles privées spécialisées pour les jeunes atteints de déficience intellectuelle.
Le ratio professeur-élève dans les classes ordinaires est jusqu'à 5 fois supérieur à celui des classes ou écoles spécialisées. Bref, à l'heure actuelle, la grande majorité des écoles n'est pas en mesure d'aider ses élèves à développer leur plein potentiel. Plus tard, au cours de leur vie, les personnes souffrant de TSA ou de déficience intellectuelle seront confrontées à des défis encore plus grands liés à l'emploi et aux services de jour. Environ 800 de ces personnes au Québec quittent le système scolaire à l'âge de 21 ans et n'ont nulle part où aller. Ils figurent sur des listes d'attente pour accéder à l'emploi et participer à des activités de jour. Nous estimons à 620 le nombre de personnes qui attendent de 4 mois à 4 ans pour bénéficier des services d'intégration à l'emploi, ce qui ne comprend même pas ceux qui attendent leur admission aux activités de jour. Il convient de noter l'important manque de ressources concernant les programmes, dû surtout aux compressions budgétaires de 36 % pour les activités liées à l'emploi et de 29 % pour l'intégration communautaire, et ce, au cours des 3 dernières années seulement au Québec. En outre, il n'y a pas suffisamment de fonds pour subventionner les salaires qu'offrent les entreprises aux personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle. Et qu'en est-il des services d'hébergement? Au Québec, 1400 adultes attendent jusqu'à 11 ans pour y accéder. Et ce chiffre n'inclut pas les nombreuses familles qui en ont besoin et qui ne figurent même pas sur une liste d'attente. Actuellement, les services d'hébergement représentent près de la moitié du budget que le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec consacre aux services pour les personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle. Et on ne parvient toujours pas à satisfaire la demande. Les options privées, qui coûtent entre 30 000 $ et 40 000 $ par année, sont hors de portée de la plupart des familles. Si on songe à l'avenir, force est de constater que le nombre de ceux qui auront besoin d'aide ne fera qu'augmenter. Dans l'ensemble, le système n'est pas outillé pour faire face à la recrudescence prévue des clients, compte tenu du nombre de personnes ayant reçu un diagnostic de TSA au cours des 20 dernières années. Revenons aux 3 besoins transversaux qu'affrontent les familles à chaque étape de la vie de leur enfant. Nous constatons que les parents se heurtent à une série d'autres problèmes. Ils ont besoin d'accéder aux services de conseillers capables de les guider dans le système de prestation de soins complexe et fragmenté. Techniquement parlant, il existe des conseillers de services dans les organismes. Cependant, peu de parents peuvent facilement et de manière continue joindre les navigateurs de services au cours de la vie de leur enfant à mesure que ses besoins changent. Et même si ces professionnels sont accessibles, ils sont souvent débordés de travail, n'ont pas reçu de formation spécialisée en TSA ni en déficience intellectuelle et n'ont ni les ressources ni le pouvoir de faire avancer les dossiers dans le système. Les parents ignorent alors vers qui se tourner pour trouver des renseignements fiables et se fient le plus souvent au bouche à l'oreille. Ils ne reçoivent aucune information standardisée après le diagnostic et il est même impossible de savoir avec précision combien de familles ont réellement besoin de services car un grand nombre d'entre elles n'inscrivent même pas à leur centre local de services communautaires. Quant au soutien financier aux familles, plusieurs mesures d'aide financière leur sont en général offertes, mais il s'agit de petits montants et le processus de demande peut s'avérer onéreux. Par exemple, une famille dont le revenu annuel est de 40 000 $ a droit à un montant total légèrement inférieur à 4 000 $ par année pour le soutien à l'enfant. Ce n'est même pas suffisant pour couvrir les frais d'une partie de nombreux services cités plus haut que les parents paient souvent de leur poche. Par exemple, voici des données tirées du rapport de Dudley et Emery de 2014 de la School of Public Policy Research de l'Université de Calgary. Les auteurs soulignent qu'un diagnostic d'autisme pour un enfant de 2 ans avec des besoins importants revient à dire que sa famille devra le jour même investir un montant forfaitaire de 1,6 million de $ avec un rendement de 5 % pour couvrir le coût des soins et des services de soutien dont l'enfant aura besoin au courant de sa vie. Ce montant ne tient même pas compte des services professionnels susceptibles de s'ajouter, notamment ceux des orthophonistes, des psychologues et des ergothérapeutes, ni de toute autre dépense qui pourrait s'avérer nécessaire, exemple, équipements spéciaux ou régime alimentaire. Les parents ont besoin de répit pour alléger les poids incessants liés à la prestation de soins. Pourtant,
Seulement 8% des parents ont facilement accès à des services spécialisés de répit. Les subventions actuelles pour ces services ne suffisent pas à satisfaire les besoins. Plusieurs fournisseurs de services de répit doivent fixer des limites quant au nombre de fins de semaine admissibles par famille, car leurs ressources sont limitées. De plus, la plupart de ces services utilisent un format unique, alors que la clientèle, comme nous l'avons démontré, a des besoins différents. Les fins de semaine coûtent de 70 $ à 150 $ par jour, et les frais de prestation des soins varient entre 75 $ et 160 $ par jour. Les subventions gouvernementales sont basées sur un salaire moyen de 3,50 $ de l'heure. Ces données proviennent du rapport du vérificateur général du Québec. Manifestement, le financement direct accordé par le gouvernement ne suffit pas à répondre aux besoins des familles. Finalement, il y a un manque de personnel spécialisé dans la prestation de services de répit. Les budgets sont insuffisants pour embaucher, former et retenir un personnel compétent qui emporte aussi un roulement élevé des employés de services de répit qui sont souvent des étudiants de passage. En examinant les services médicaux et dentaires spécialisés, essentiels au cours de la vie, quelques faits importants démontrent que, même si les personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle sont particulièrement vulnérables à un certain nombre de problèmes médicaux, la plupart des familles doivent faire des pieds et des mains pour trouver des spécialistes qualifiés et disposés à traiter des patients aux prises avec des besoins particuliers. La Fondation canadienne pour la promotion de la santé digestive signale que la population atteinte de TSA affiche un taux de prévalence de problèmes gastro-intestinaux 49% supérieur à celui de la population générale. Le taux d'épilepsie est également plus élevé que la moyenne chez ces patients. D'une part, comme un grand nombre de personnes atteintes, notamment de déficience intellectuelle, ne sont pas suivies, elles présentent en moyenne 2,3 problèmes médicaux non dépistés et 2,7 non traités. D'autre part, une étude a révélé que le nombre des hospitalisations liées à des maladies théoriquement traitables, comme le diabète ou l'asthme, était, chez les patients atteints de déficience intellectuelle, 186% supérieur à l'ensemble de la population. On a également constaté des problèmes de santé dentaire chez ces personnes. Plusieurs facteurs peuvent nuire à l'accès aux services médicaux et dentaires ainsi qu'à leur qualité. Premièrement, les fournisseurs de soins ne reçoivent pas toujours d'incitatifs financiers pour traiter les patients atteints de TSA ou de déficience intellectuelle, bien que leur traitement soit plus long. Deuxièmement, les familles n'ont pas d'endroit où elles peuvent s'informer des services médicaux et dentaires spécialisés qui leur sont offerts. Troisièmement, les patients atteints de TSA ou de déficience intellectuelle ont souvent de la difficulté à décrire leurs symptômes, ce qui éclipse certains diagnostics. Enfin, peu de médecins ont reçu une formation sur la manière d'adapter leurs pratiques pour traiter les cas de TSA et de déficience intellectuelle. Bref, comme vous pouvez le constater, même si de nombreuses parties prenantes ont longuement débattu de la gravité des problèmes liés au TSA et à la déficience intellectuelle, nous possédons maintenant des connaissances approfondies sur la population du Québec aux prises avec ces problèmes, ainsi que sur l'ampleur et la nature des enjeux auxquels les patients et leurs familles font face. Cette recherche nous a aidés à prioriser nos activités et à les définir pour l'avenir.